En manchette ce soir, nouveau conseil des ministres, 4 jeunes appréhendés en lien avec les appels à la bombe et compétition de remplacement de pare-brise. Bonsoir, mon nom est Josiane Hardy et bienvenue à cette édition d'Infomac du jeudi 5 novembre. Justin Trudeau a été élu dans cette vague rouge qui a touché le Canada dans son entièreté le 19 octobre dernier. Après son père, il fait son entrée dans une, sinon la plus grande institution politique qui existe. Le Conseil des ministres de M. Trudeau ainsi que M. Trudeau lui-même ont été assermentés il y a quelques jours. Pour la région d'Ottawa-Gatineau, seule Catherine McKenna, de la circonscription d'Ottawa-Centre, a accédé au Conseil des ministres en héritant de celui de l'environnement et des changements climatiques. Le premier ministre avait été clair que la parité homme-femme régnerait au sein de son conseil, qui compte moins de membres que celui de M. Harper. Les 9 et 10 novembre prochains sont les 2 prochaines journées de grève, notamment des employés de soutien de la commission scolaire au cœur des vallées, la CSCV. Cette dernière a déjà annoncé que les écoles, les centres de formation, les établissements, le transport et les services de garde seront fermés lors de ces 2 journées de grève. Les gens feront des lignes de piquetage devant leur établissement scolaire respectif avec en main crécelle et sifflet. 3 autres journées de grève sont prévues pour le début du mois de décembre. Mais si les négociations vont de bon train, cette dernière peuvent être annulées. Hélène Godin est présidente du syndicat des travailleuses et des travailleurs de la CSCV et nous explique par voie téléphonique comment est le moral des employés à la veille de ces 2 journées de grève. En gros, ça va bien. C'est sûr que être en grève, c'est pas joyeux pour personne. Perdre des journées de salaire, on le fait pas de bon cœur, sauf que on a fait beaucoup de moyens de pression et je le répète encore, avant d'en arriver à la grève fait partie des moyens de pression, mais c'est notre ultime moyen de pression à la fin, avant d'avoir fait plusieurs autres moyens de pression. Et je le répète encore, oui, il y a le salaire, mais on a beaucoup d'autres demandes au travers de ça qui ne sont autres que du salaire. On ne demande pas la lune. Mme Godin se trouve présentement à Québec afin d'assister à des rencontres syndicales concernant les négociations avec le gouvernement. Selon quelques rumeurs, le ministre Coiteux devrait faire une annonce dans les prochains jours à ce sujet. Au moment où on se parle, il n'est pas dans les plans que le syndicat sorte de la table de négociation, comme l'a fait le syndicat des enseignants. Mais pour l'instant, toujours par voie téléphonique, Mme Godin nous fait un résumé de comment se déroulent les négociations. Quelques demandes au niveau... ils se sont rencontrés effectivement la semaine passée. Ils se rencontrent encore cette semaine, le secteur, là, avec le Conseil du Trésor pour poursuivre les négociations. Okay. Ils sont en train de nous élaguer sur des demandes patronales. Puis bien sûr, là, on est rendu une petite mince partie au niveau des demandes syndicales. Là. On fait le suivi de tout ça. La région a été paralysée par de nombreux appels à la bombe au courant des dernières semaines. La Sûreté du Québec a confirmé l'arrestation de 4 jeunes concernant l'alerte d'appel à la bombe pour le Collège Héritage le 28 octobre dernier. Les 4 personnes appréhendées sont âgées de 16 et 17 ans et sont de Wakefield, Chelsea et Lange-Gardien. Des accusations de méfaits pourraient être déposées contre eux. Des menaces similaires à celles formulées mardi contre plusieurs établissements scolaires du Québec qui ont circulé les 28 et 29 octobre dernier dans la région de l'Outaouais et d'Ottawa. Les policiers ne sont toutefois pas en mesure d'établir des liens entre les 2 événements. La Sûreté du Québec rappelle à la population que proférer des menaces est un acte criminel, que ce soit en personne ou par le biais d'Internet. Il existe des compétitions sportives ou encore littéraires, mais saviez-vous qu'il existe des compétitions de remplacement de pare-brise et que le champion pour la région d'Ottawa-Gatineau est justement un résident de Gatineau? Charles Morin travaille chez Lebeau Vitres d'Auto dans le secteur Elmer. Il s'est mesuré au courant de la compétition à 3 autres collègues afin de déterminer le grand vainqueur. On peut écouter M. Morin nous donner plus de détails sur la compétition et sur le possible voyage au Portugal pour défendre son titre s'il passe à la prochaine étape. Le Best of Belleron, c'est une compagnie en premier. Lebeau fait partie de Belleron Canada. C'est une compétition, dans le fond, de tous les meilleurs installateurs du Canada se prennent ensemble. La première épreuve, c'est l'évaluation à ton centre de service. Donc, ils viennent t'évaluer, voir si tu es un des meilleurs participants pour la région. Nous aussi, dans la région, on fait partie de l'Outaouais, donc Gatineau, Outaouais et Ontario. Donc, j'ai remporté le Best of Belleron régional de l'Ontario.
Prochaine épreuve, c'est le national à Montréal. C'est les 6 meilleures candidatures du Canada qu'on va se prendre ensemble. C'est beaucoup plus technique à ce moment-là, plus précis encore sur l'installation. Il y a dans le fond, il y a des vérifications qu'on doit faire qui est encore plus spécifique. Par la suite, le meilleur de cette compétition-là va remporter, puis il s'en va au Portugal pour le mondial. Le mondial, c'est les 34 meilleurs concurrents du monde de chez Belleron. Belleron Canada, c'est une infime partie de Belleron, mais ils sont dans 34 pays au complet. Donc, c'est le Best of Belleron. M. Morin travaille chez Lebeau depuis 8 ans. Il n'en est pas à ses premiers pare-brises, mais la compétition était sa première. Il prend le tout comme un défi personnel afin de s'améliorer. Mais je me suis posé la question, lors de compétitions sportives, les athlètes s'entraînent de nombreuses heures. Mais comment se prépare-t-on à ce genre de compétition? En réalité, on est 6 régions, mais cette année, il y a un nouveau volet. Il y a un 7e joueur qui peut venir. Dans le fond, on l'appelle la wild card. C'est le 2e meilleur à travers le Canada. Donc, le 2e meilleur peut participer au national. Donc, on est les 7, à partir du 7 décembre, on est une semaine à Montréal avec les formateurs pour justement se pratiquer, s'améliorer, les nouvelles choses à apprendre. À ce moment-là, il va y avoir une vitre de porte, une vitre latérale qu'on va être obligé de remplacer aussi dans la compétition au mois de janvier. Donc, ils vont nous expliquer comment faire les étapes précises à faire. Pour faire un remplacement de vitre, il y a au-delà de 100 étapes à faire sur le remplacement de vitre. Si on suit à la lettre le Best of Fitting, c'est un livre qu'on a, un petit document qu'on a pour justement le remplacement de la vitre, puis environ 60 étapes pour une réparation de pare-brise. Comme mentionné dans le dernier bulletin, l'Église Notre-Dame-des-Neiges a entendu ces dernières prières la semaine dernière. Il semblerait toutefois que le phénomène de fermeture des églises ne date pas d'hier et ne soit pas exclusif au Québec. Je me suis entretenue avec Michel Riberdy, qui est président de la Société d'histoire de Buckingham, à ce sujet. Je suis avec M. Michel Riberdy, qui est président de la Société d'histoire de Buckingham. M. Riberdy, je vous ai fait venir pour un sujet très spécifique, notamment la fermeture des églises. L'Église à Masson-Angers a fermé ses portes récemment. Je veux savoir, est-ce que c'est un phénomène qui est unique à Gatineau? Du tout. C'est même pas unique au Québec. Ça s'étend vraiment au Canada au complet. Aux États-Unis, sur la côte Est aussi, et même en Europe. Il y a des pays en Europe qui sont dans des positions similaires ou même pires. On parle, par exemple, en Hollande, de perdre d'environ 700 églises dans les prochaines années. On n'a pas perdu 700 églises au Québec l'année dernière, rassurez-moi. Là. Non, l'année dernière, c'était environ 90. C'est quand même 90 églises qui ont fermé leurs portes. Pour quelles raisons, justement, on met la clé? C'est la raison la plus simple, c'est économique. C'est-à-dire qu'on a une baisse de participants, donc baisse de revenus. Par contre, si on recherche un peu plus en profondeur, c'est plus complexe que ça. On a des causes sociales. Par exemple, la population vieillit. Et une nouvelle tendance dans les dernières années avec le vieillissement de la population, les gens choisissent, ont le choix et peuvent s'en aller dans des foyers d'accueil, par exemple. Quand ça se produit, les gens quittent la paroisse. Donc, les fidèles qui fréquentaient l'Église ne sont pas renouvelés. Est-ce que c'est un phénomène qu'on peut s'en sortir? Très difficile. Si on regarde la tendance mondiale, tout le monde a la même problématique. On a essayé de trouver toutes sortes de solutions. Et il ne faut pas oublier aussi qu'avec les renouvellements religieux, comme il y avait un concile dans les années 60, tout ça, où est-ce qu'on était un peu moins rigide sur les pratiques religieuses. Donc, un petit peu, on disait à la population, regardez, vous pouvez utiliser la langue de votre place, par exemple, pour dire la messe. Puis, il n'est pas nécessaire d'avoir une église non plus pour les sacrements. Est-ce que c'est un phénomène qui est unique à la religion catholique? Du tout. En Angleterre, par exemple, on a des églises anglicanes qui ont fermé leurs portes. Il y a des églises protestantes qui vont fermer les portes. Il va y avoir aussi des églises, des temples bouddhistes, par exemple, qui vont fermer leurs portes. Vous avez mentionné tantôt, je recule un petit peu dans l'entrevue, 90 églises qui ont été vendues. Ils se sont transformés en quoi? Moi, j'ai de la misère à concevoir qu'est-ce qu'on peut retrouver dans une église. Dans certains cas, au Québec, dans les petites municipalités, entre autres, ce qui va arriver, c'est que la municipalité va opter pour acheter l'église pour la somme symbolique d'$1, par exemple. Et bien souvent, ils vont la convertir en centre communautaire ou à un autre endroit que les groupes sont capables d'utiliser. Dans d'autres cas, ce sont des entrepreneurs qui vont les acheter. Et une grande église qui est difficile à chauffer due à la grandeur de ses grandes dimensions,
On a une très belle acoustique pour les orchestres, par exemple, pour les groupes. Donc, il y a des entrepreneurs qui recherchent les églises. Est-ce que c'est un bâtiment qu'on désire acheter? Bien, ça dépend du prix d'achat et du mobilier aussi. Est-ce que vous pensez que c'est plus facile pour les petites municipalités, justement, de sauver leur église? Je pense à Saint-Six, que l'église a passé au feu. C'est plus facile pour eux, vu qu'ils sont peut-être plus petits, que la mobilisation citoyenne est plus présente que, exemple, ici à Buckingham ou à Masson-Angers. Oui, mais il y a une différence entre construire une nouvelle église pour remplacer celle qui a brûlé, puis maintenir la grosse vieille église qui a été construite dans le passé. En construisant la nouvelle église, ils vont être capables de la mettre à la taille de la communauté et en même temps de mettre en proportion le financement pour la bâtisse. Il ne faut pas oublier que quand les églises sont bâties, elles sont bâties pour prendre soin de la communauté présente à l'époque. Donc, les vieilles églises, il n'y avait plus de participants, les églises étaient plus grosses. Je soupçonne que la nouvelle église qui va remplacer à Saint-Six va être de proportion un petit peu plus modeste. Pourquoi les églises n'ont pas été nommées bâtiments patrimonial, justement? Il y en a certaines qui se qualifient pour être bâtiment patrimonial. Il y a cependant un critère de date. À partir de 1940, quelque chose, je ne me souviens plus de la date exacte, il faut que l'Église ait été bâtie avant cette période de temps-là. Et dans la plupart des églises qui ont été vendues, c'est ce qui est arrivé, c'est que ça a été bâti par après. L'église de Masson a été bâtie par après de cette date. On a parlé du côté social, on a parlé du côté religieux en tant que tel, on a parlé du côté patrimonial. Moi, je veux vous entendre sur le côté émotionnel de la chose. Père Albert nous disait qu'il y avait seulement que 20 fidèles qui étaient présents à chaque office religieux. Pour la dernière, il était plus de 60. Oui, c'est tout à fait normal. Il faut comprendre que pour les croyants, l'Église représente l'endroit où est-ce qu'on peut acheminer ses messages vers Dieu et tout ça. Et donc, c'est un endroit très important pour eux. Puis pas juste dans la religion catholique, que ce soit la religion juive, par exemple, ou les religions protestants, le lieu de culte est un endroit privilégié. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart des gouvernements à travers le monde octroyaient le fait qu'il n'y avait pas de taxes, ils étaient exempts de taxes pour permettre aux communautés de démontrer leur foi. Donc, c'est émotionnel, oui. C'est un peu le phénomène de pas dans ma cour, par contre. Plutôt pas dans ma paroisse. Dans ma paroisse. On vient d'inventer un nouveau proverbe, vous et moi. Je veux savoir également, est-ce que c'est la première église qui est vendue sur le territoire? Non, à Buckingham, on a déjà eu la vente d'une église. Sur la rue principale, un petit peu de biais avec l'hôtel Alexandra, là, il y a un commerce qui est là qui vend de la pizza. Et avant, c'était une église luthérienne. Et elle était vendue justement parce que la petite communauté luthérienne ne pouvait pas supporter le coût de l'église. On l'a vendue et on a construit un nouveau bâtiment un peu plus au nord du plan de filtration. Donc, dans une église, on retrouve maintenant une pizzeria. En effet. C'est une réalité qu'on doit s'adapter. Est-ce que, selon vous, ça va être de plus en plus comme ça? Ça va être de plus en plus comme ça que les endroits de culte vont être remplacés pour d'autres fonctions. Peut-être pas pour des commerces comme des pizzerias nécessairement, mais des centres communautaires, des gymnases, par exemple, des endroits faire de l'escalade même. Si on se fie, comme dernière question, je vais parler, votre côté historique, mon Dieu, j'ai de la misère à le dire, mais je l'ai eu. Si on se fie à l'histoire, selon vous, qu'est-ce qu'on doit faire pour préserver les églises qui restent? Est-ce qu'il y a des actions qui ont été faites qu'on pourrait refaire, quelque chose comme ça? Il y a des actions qui peuvent être faites, mais elles sont très limitées. Si je pense, par exemple, au dossier de l'église de Jonquière qui a traîné pendant des années, même si elle avait été autorisée pour être démolie et tout ça, il y a beaucoup d'émotions attachées à la chose. Éventuellement, il faut se rendre à la réalité que, pas juste pour les églises, dans tout ce qui a à faire avec le patrimoine, il faut mettre des priorités. Il faut avoir un système de classement. Il faut enlever les émotions. Il faut rentrer les experts et les scientifiques. Et il faut voir qu'est-ce qu'on peut sauvegarder qui a le plus de valeur. Parfait. Un dossier à suivre. Merci beaucoup, M. Louis. Bienvenue. Bonjour et bienvenue à une autre chronique économique. Mon nom est Karine Lauzon, directrice générale du RGA Basse-Lièvre. Aujourd'hui, nous sommes dans un environnement complètement zen. On est au Studio Lotus et on vient rencontrer Mme Nadia Robichaud.
pouvez-vous nous parler de votre Studio Lotus et quels services vous offrez? Oui, certainement. Alors, le Studio Lotus, c'est un centre de yoga, puis on se spécialise dans le yoga. On offre différents types de yoga, alors une variété. Ça va du Hatha Yoga qui est plus dynamique, plus axé sur le physique, les asanas qui sont les postures. Alors développer la technique, apprendre les différentes postures, puis ça évolue d'un cours d'introduction au Hatha 1, au Hatha 2. Alors il y a un cheminement qui peut vraiment, une démarche qui peut être accomplie ici, de quelqu'un qui n'a jamais fait de yoga à quelqu'un qui en a déjà fait puis veut poursuivre sa pratique ou revenir au yoga. Et ensuite, on a des styles de yoga qui vont répondre aux besoins des gens, comme des genres de styles de yoga comme le yoga douceur, qui sont plus accessibles. Alors, des personnes plus âgées, des personnes blessées ou des personnes qui peut-être sont pas blessées dans le moment présent, mais portent des blessures en eux qui doivent soigner, faire attention, ou juste simplement des gens qui recherchent une expérience plus relaxe, plus douce, moins physique, moins athlétique, si on veut. Et aussi, qu'est-ce qui vous rend unique en tant que Studio Lotus à Buckingham? Je dirais ce qui nous rend unique, vu le fait que le yoga est devenu si commercialisé. Ici, au Studio Lotus, on retrouve des cours à la session et au lieu d'à la carte. Et ce que ça l'offre dans les sessions, c'est une capacité d'avoir un suivi plus rigoureux. Alors, des gens qui reviennent à chaque semaine. Alors, on apprend, les professeurs, on apprend à les connaître. Eux apprennent à nous connaître et eux, entre eux, apprennent à se connaître. Alors, ça rend une atmosphère plus communautaire et aussi un yoga plus personnalisé où on peut vraiment apprendre et aider les gens. Plus que quand on est dans une atmosphère où les gens vont venir un jour, après ça, ils sont pas là la semaine, peut-être seront pas là pendant 2-3 semaines et ils reviennent, qui devient plus impersonnel. Et alors, c'est sûr que dans ce contexte-là, évidemment, je généralise, c'est pas toujours comme ça, mais moi, je trouve ce que j'aime dans mon expérience ici, à comparer aux autres endroits que j'ai enseigné, puis mon expérience avant, c'est que je peux vraiment me rapprocher et travailler plus profondément avec les gens. Plusieurs activités et événements sont organisés par le Studio Lotus. Pouvez-vous nous en parler? Oui, certainement. Au Studio Lotus, on spécialise évidemment dans le yoga. Par contre, on invite d'autres disciplines de bien-être. Alors, on offre comme par exemple un kirtan où c'est des chansons, une soirée où on chante les mantras sacrés du yoga avec un groupe. Et alors, ça fait une belle activité, c'est rassembleur. Et aussi, on a eu un atelier avec une chamane où on a fait un voyage chamanique, un concert de bol de cristal, des ateliers yoga parents-enfants, un atelier de construction de mala, de mandala, des ateliers d'art créatif et de toutes sortes. On est méditation aussi. Alors, tout ce qui rejoint le bien-être et la tradition du yoga. Et vos cours, vos informations, vous avez un site Internet, vous avez Facebook, numéro de téléphone? Oui, le 819-617-3929. On a un site web aussi, www.studio-lotus.com. C'est l'heure du culturel, non pas avec Jessie ce soir, mais avec André. Bonsoir. L'ancienneté au lieu de la beauté.
On va le voir comme ça. On commence tout de suite avec le spectacle du 29 novembre prochain. Ben oui, le spectacle de Maxime Landry. Alors, les billets sont en vente depuis cette semaine. Alors, c'est important de le savoir, les gens qui veulent aller voir ce spectacle-là, qui va être en 3 parties en passant. Il y aura Boum Desjardins, qu'on connaît très bien, qui va agir comme animateur en même temps de la soirée, mais qui va faire une demi-heure ou 1 heure, là, je ne sais trop, de spectacle. Et il y aura également les Violons en fête, qui vont célébrer un 15e anniversaire bientôt, alors qu'ils vont faire partie de ce spectacle. Ça devrait être une belle soirée. C'est 50 $. On peut aller chercher ses billets à la paroisse Saint-Grégoire. On sait qu'il y a une partie des profits qui vont à la paroisse, puis également à la librairie Rosemary. Alors, allez chercher tout de suite. Ça va être une belle soirée. Excellent. Et on poursuit tout de suite le Buckingham Boss Jazz. Ben oui, Café des artistes qui présente tout le mois de novembre, 4 vendredis de suite, et bien des spectacles. Ça s'appelle, comme tu dis, le Buckingham Boss Jazz. C'est la 7e édition de ces spectacles. Et ça débute à 20h30 avec le spectacle cette semaine, en ce 6 novembre, eh bien, de Dominique Forêt Trio. Et puis à 21h30, eh bien, c'est le groupe de Chocolate Hot Pockets qui sont en vedette. Alors, c'est 2 groupes par soir, tous les vendredis du mois de novembre. C'est 15 $ par soirée. Alors, l'invitation aux gens qui veulent s'y rendre au Café des artistes de l'avenue Buckingham. Excellent. Là, tu nous parlais de films qui parlent de bananes et la Maxime, la guerre, c'est pas une raison pour se faire mal. Bien, c'est sûr que on l'a déjà vu à 2 occasions, mais on va la voir maintenant en animation 3D, la guerre des tucs, alors qu'elle sera présentée partout au Québec. C'est à compter de la semaine prochaine. Déjà cette semaine, il y a une tournée qui se fait un peu partout. Là, les gens peuvent voir, entendre entre autres la bande sonore avec Céline Dion, Marie-Mé, Louis-Jean Cormier. Il y a également plusieurs artistes du coin qui ont, du Québec qui ont prêté leur voix aussi. Alors ça promet d'être fort intéressant. Alors, trouvez-vous, faites comme notre Josiane, qui va se trouver un jeune, puis allez voir ce beau film au cours de ces prochaines fins de semaine. Et là, il y a les Mignons aussi qui sont là. Ben oui, en fin de semaine, vous pouvez en profiter parce qu'ici même, à la salle des Jardins, important, le Carrefour culturel Estacade qui présente le film Les Mignons, c'est en français. Alors, c'est comme à l'habitude, c'est 4 $ à l'entrée. On peut se rendre sur les lieux, pas besoin d'acheter les billets à l'avance. Alors, 4 $ par personne, autant les adultes que les enfants. Et ça débute à 14 h l'après-midi. Alors, c'est un bon film à y aller avec vos parents, ou les parents, les grands-parents, les petits-enfants. Excellent. Et là, tu nous fais voyager au Costa Rica pour le prochain sujet. Ben oui, parce que aussi en fin de semaine, c'est samedi, c'est Arthur l'aventurier qui va nous amener au Costa Rica. On sait qu'il nous parle de différentes aventures comme ça. Eh bien, c'est un gars de chez nous, dans le coin, qui va faire 3 spectacles au cours de la fin de semaine, dont un sera à la salle, justement, des Jardins ce samedi. Puis les autres, ceux qui nous regardent dans la région, à Kentley et à la pêche également en fin de semaine. Et là, ça bouge beaucoup à la salle des Jardins. Là, on s'en va en humour. Bien oui, en humour, on a également l'humoriste Sylvain Larocque qui va être en spectacle très bientôt. Alors, les billets sont encore en vente. On nous dit que j'ai téléphoné cet après-midi. Il reste encore des billets, de bons billets, de bonne place. C'est pour le jeudi 26 novembre prochain à 20h. Alors, ça s'intitule Dans le blanc des yeux. Alors, Sylvain Larocque. Excellent. Et là, on poursuit le Théâtre de l'Île, une pièce de théâtre. Oui, c'est la salle, c'est-à-dire oui, le spectacle qui s'en vient au cours de la fin de semaine dans la région. Alors, on a pensé vous parler un peu de la pièce, une pièce communautaire. Alors, il y a 15 artistes qui en font partie. On sait qu'à chaque année, il y a toujours une pièce de ce type. Et ça s'appelle Small Talk. Alors, ça va être en vedette du 4 novembre jusqu'au 5 décembre, du mercredi au samedi à 20h et le dimanche en après-midi. Alors, c'est mise en scène par Julie Gretchen. Et il y a 24 changements de décor et 24 lieux différents. Alors, c'est quelque chose à aller voir. Ne manquez pas ça, au Théâtre de l'Île. Ça promet, et là, c'est certain qu'on va entendre chanter les filles dire provocante au Théâtre du Casino. Exactement, c'est en fin de semaine également. Marjo, qui est samedi soir au Théâtre du Casino. Alors, il reste encore des billets, nous dit-on. Gatineau en couleur l'automne. Ben oui, Symposium Gatineau en couleur, c'est en fin de semaine. On sait que nous, on a notre petit coin durant les mois d'été à Buckingham en fête. Ben, c'est-à-dire qu'on l'avait l'an passé, on verra si ça sera de retour. Mais c'est à Gatineau et c'est spécifiquement à la Maison du Citoyen, dans l'Agora. Alors, il y a quelques 70 artistes qui vont y participer. Ça promet d'être fort intéressant. Entre autres, il y a Yvon Perrier. Puis, la moitié de ces artistes-là viennent de la région, la moitié de l'extérieur. Entre autres, Yvon Perrier, un peintre connu de chez nous. Il y a également Mme Danielle Lauzon de l'Ange Gardien qui sont là. Alors, allez voir, c'est de la peinture, des sculptures et tout ça. Et c'est tout à fait gratuit. Stationnement et entrée. Excellent. Et là, la salle Odyssée a lancé sa programmation et c'est toute une programmation. C'est toute une programmation. Écoute, j'avais 3-4 feuilles devant moi. Là, je pourrais vous en nommer plusieurs de ces artistes. Pourquoi je tenais à le mentionner? Puis je vais en prendre quelques-uns comme ça sur les feuilles que j'ai ici. Et pour vous dire que c'est demain le 6 novembre, que les billets seront en vente pour ces spectacles-là. Alors, c'est la programmation de 2016. Alors, les gens qui veulent aller avoir l'occasion d'aller voir un ou l'autre des spectacles,
C'est sûr qu'il y aura déjà des billets de vendus. Les gens qui sont membres avec leur carte Odyssée ont eu la préférence, mais à compter de midi, le 6, alors vous pourrez téléphoner à la billetterie où on peut rejoindre au 819-243-2525 ou encore aller sur le site de la salle Odyssée. Alors vous allez voir les différentes programmations. Je peux vous en parler quelques-uns. Il y a les Sœurs Boulay qui sont là, Marc Hervieux qui va être tout symphonique, accompagné de l'Orchestre symphonique de Gatineau, le 1er et 2 mai, entre autres. Il y a Fred Pellerin qui sera là avec son spectacle Plus tard qu'on pense. Il y a Renée Wilkins, une jeune dame de Gatineau. Qu'on a connue avec La Voix. Qu'on a connue avec La Voix, c'est ça, qui aura son spectacle également le 31 mars prochain. Il y aura plusieurs nouveaux spectacles qui sont là. The Man in Black, alors ceux qui aiment Johnny Cash, vous pourrez aller voir les gens qui vont faire ces imitations. Il y a eu des supplémentaires également qui ont été ajoutés pour Marc Dupré et de Louis-Jean Cormier. En humour, là, je ne vais pas tous vous les nommer. Il y a 16 artistes que j'ai répertoriés comme ça. Alors, 16 artistes, que ça promet d'être fort intéressant. Là aussi, beaucoup de gens qui sont toujours intéressés, mais allez chercher vos billets le plus vite possible. En variété, il y a la parodie musicale 50 Shades, réservée pour les 16 ans et plus, évidemment. C'est le 26 février prochain. Mais dites-vous pas, c'est loin, là. Non. Parce que je pense que dans les prochains jours, déjà, ces billets-là vont être vendus. Alors, attendez pas, faites vos téléphones. Il y a les tannants. Pour les plus âgés, les tannants, ceux qui ont connu les tannants, Shirley Theroux, Pierre Marcotte et Joël Denis, qui sont en vedette le 23 octobre 2016, évidemment. Et puis, si je regarde, il y a des pièces de théâtre là, qui s'en viennent également, hors série, entre autres la production Intouchable. Alors, ça promet. Et je vous dis tout de suite, allez chercher vos billets. Ne manquez pas votre coup, la salle Odyssée, c'est la meilleure salle au Québec. Excellent, le message est passé. Merci beaucoup, André. Merci. Je me suis d'avoir été des nôtres. Je vous rappelle que le 9 et le 10 novembre prochain, soit lundi et mardi prochain, les employés de soutien de la CSCV sont en grève. Donc, les cours sont annulés, comme le transport scolaire, les services de garde également, pour ces 2 journées en raison de la grève des employés de soutien. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours appeler au 281-8250 ou encore visitez-nous sur le site Internet de la TVC au www.tvc.qc.ca. Mon nom est Josiane Hardy. Bonne soirée.